Il est l'heure de la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi 15 juillet, un mot s'étale en lettres géantes sur toute la une de Libération. Enfin. Enfin, la fin de vie. Après des années de bataille législative, les députés doivent adopter définitivement cet après-midi la proposition de loi créant une aide à mourir pour les malades incurables. Mais coup de théâtre à la veille du vote, et c'est la manchette du Figaro. Fin de vie, le cornu doute, Macron veut passer en force. À la surprise générale, le Premier ministre annonce qu'il saisira le Conseil constitutionnel sur 3 points sensibles du texte. Le délai de rétractation des malades, la situation des majeurs protégés et l'obligation faite à tous les établissements de santé de pratiquer l'aide à mourir. Une démarche qui ne devrait pas empêcher l'adoption, précise le journal, mais qui révèle des fractures jusqu'au sommet de l'exécutif. Et 2 France se répondent dans les éditoriaux. À gauche, Paul Quignot salue dans Libération une délivrance, un progrès sociétal dans la lignée de la loi Veil, adoptée avec l'assentiment des Français. À droite, Laurence de Charette fustige dans le Figaro une loi jusqu'au boutiste, imposée selon elle par un passage en force présidentiel. Le Parisien, fidèle à lui-même, choisit les visages. Charles Biétry, 82 ans, grande voix du journalisme sportif atteinte de la maladie de Charcot, qui suivra le vote depuis son lit d'hôpital. Ou la députée Agnès Pannier-Runacher, dont la tante, avant de mourir, avait glissé « Je compte sur toi pour cette loi ». Le Figaro, à rebours, s'invite dans un EHPAD parisien qui refuse de devenir un lieu de mort. Et les Échos résument l'enjeu, c'est la grande réforme sociétale du second quinquennat à moins d'1 an de la présidentielle. Changement complet de décor, direction Dallas. Et là, ça pique. Tombé de haut, soupire le Parisien en une. Les Bleus sont éliminés de la Coupe du Monde, battus 2-0 par l'Espagne en demi-finale, un soir de 14 juillet. Un pénalty de Yarzabal, un but de Porro, un Mbappé muselé, un Saliba qui sort sur blessure au bout d'une demi-heure, la correction presque. Dans son édito, Pierre Chausse parle de larmes et de promesses. Rien à garder de ce match raté, écrit-il, mais une génération, Olise, Doué, Saliba, qui a l'âge de recommencer, et un Zidane qu'on n'imagine plus ailleurs que sur le banc. Reste une 3e place à jouer samedi à Miami, et cette précision cruelle. C'est la 2e fois en 2 ans que la Roja fait chuter la France aux portes d'une finale. Libération, bouclée avant le coup de sifflet, préférait raconter l'autre demi-finale, ce soir à Atlanta. Angleterre-Argentine, la rivalité des rivalités, des Malouines à la main de Dieu de Maradona, avec des billets qui s'arrachent à plus de 3600 $. On revient en France, où la forêt de Fontainebleau a fini de brûler. Le feu est fixé, titre en écho Le Figaro et Le Parisien. Plus de 2000 hectares partis en fumée depuis dimanche, 1 millier d'habitants évacués, 850 pompiers et 200 engins mobilisés, avec, pour la première fois en Île-de-France, des Canadair. Mais le vrai choc, c'est l'enquête. Le Parisien le résume d'une formule glaçante. Le jeune pompier a mis le feu à sa forêt. Un sapeur-pompier volontaire de 19 ans a reconnu un départ de feu au briquet et à l'essence. Le maire de Fontainebleau se dit abasourdi, des habitants parlent d'actes terroristes et le député Frédéric Valtou d'un monument qu'on assassine. Libération, sur place, raconte la solidarité, les melons offerts aux pompiers sur le marché, les canapés proposés aux évacués, et cette habitante qui résume tout, ça me fend le cœur. Le journal publie aussi une enquête très instructive sur le profil des incendiaires. 90% des départs de feu sont d'origine humaine. 1/3 relève de la malveillance. Et pendant ce temps, la canicule, 3e épisode de l'année, amorce sa sortie. Le Parisien annonce la fraîcheur tant attendue, mais dans un fracas d'orage, de grêle et de rafales d'ici vendredi. À l'international maintenant, et c'est une des Échos. Iran, États-Unis, le nouvel engrenage. Dans le détroit d'Ormuz, Washington a repris ses frappes massives contre les systèmes militaires iraniens, jusqu'à Boucher et Bandar Abbas. Donald Trump, qui se rêvait en gardien du détroit,
avec un péage de 20% sur les cargaisons, y a finalement renoncé, 5 heures avant son entrée en vigueur, tout en réclamant des contreparties commerciales aux monarchies du Golfe. Résultat, décrit par les Échos, le baril de Brent repasse au-dessus de 85 $, 12% de hausse en une semaine. Libération consacre un grand format à la même question et sa réponse est sans appel. Ni bombardement massif, ni troupes au sol ne permettraient de sécuriser Hormuz, tant l'Iran a truffé ses côtes de tunnels, de missiles et de drones. Un expert de l'IFRI y décrit le piège d'une citadelle assiégée. Dans le même journal, on apprend que 2 tankers émiratis ont été touchés et qu'un marin indien a été tué. Une lueur tout de même aux Échos. À Bruxelles, les donateurs internationaux ont mobilisé près de 900 millions d'euros pour le relèvement de Gaza. Et puis il y a cette image, en une des Échos comme du Figaro, le dernier 14 juillet d'Emmanuel Macron. Un défilé aux allures de bilan, écrivent les Échos, placé sous le signe du réveil stratégique européen. 25 chefs d'État, Zelensky en invité d'honneur, et un budget des armées qui aura doublé en 10 ans, à 64 milliards d'euros l'an prochain. Un 14 juillet européen, approuve Dominique Seux dans son éditorial, car l'Europe se sait désormais seule face à la Russie. Le Figaro retient, lui, l'émotion de Nice. 10 ans après l'attentat du 14 juillet 2016 et ses 86 morts, l'hommage a réuni le président, ses prédécesseurs et le maire de la ville. Et en toile de fond, partout, la présidentielle qui approche. Le Parisien nous emmène au séminaire du RN, où s'arbitre le programme entre la ligne sociale de Marine Le Pen, candidate depuis la décision de la Cour d'appel, et la ligne plus libérale de Jordan Bardella. Le même journal suit Mélenchon en Bretagne, qui a désormais un adversaire favori, Édouard Philippe. Et dans Libération, une tribune au vitriol accuse les juges d'avoir renoncé à leur rôle de contre-pouvoir en allégeant l'inéligibilité de la patronne du RN. Curieuse page justice très fournie dans Le Parisien ce matin. 6 nouvelles plaintes pour viol et traite d'êtres humains visent Gérald Marie, l'ancien patron européen de l'agence de mannequins Elite. Des faits présumés des années 80 et 90 qu'il conteste fermement. Le journal rouvre aussi le dossier Grégory avec les auditions de Muriel Boll 42 ans après. Et Libération signe une enquête bouleversante sur un cold case de 1987, la petite Sabine Dumont, 9 ans à peine, dont l'ADN du meurtrier vient d'être envoyé aux États-Unis pour une généalogie génétique de la dernière chance. L'économie à présent et une embellie inattendue à la une du Figaro. Le marché français des fusions-acquisitions bondit de 57% au premier semestre, 106 milliards d'euros, du jamais vu depuis 2018, porté par la cession des réseaux britanniques d'Engie et par la vente de SFR à Orange, Bouygues et Free. Les Échos ajoutent 2 bonnes pages climat business. Bruxelles valide 63 milliards d'aides pour l'éolien en mer français, mais la canicule bouscule déjà l'agriculture avec des vendanges encore plus précoces que le record de l'an dernier dans le Bordelais, un maïs qui pourrait perdre 30% de rendement et des abricots en chute de 70% dans les Pyrénées-Orientales. Côté high-tech du quotidien, le Parisien a déniché l'objet de l'été, ce climatiseur nouvelle génération à moins de 1 000 €, dont des camions entiers s'arrachent en 8 minutes. Et pour les curieux, les Échos poursuivent leur enquête d'été sur ces marchés de prédiction qui imposent leur loi de Wall Street à la Maison-Blanche. Avant de refermer les journaux, un anniversaire discret que signale Libération. Il y a 100 ans jour pour jour, le 15 juillet 1926, la République inaugurait la Grande Mosquée de Paris en hommage aux 100 000 soldats musulmans morts pour la France. Un centenaire en demi-teinte, raconte le journal, pour un lieu devenu le symbole disputé de l'islam de France sous influence algérienne. Et on termine par l'événement culturel du jour, il est de taille. L'Odyssée de Christopher Nolan débarque en salle. 2h52, 250 millions de dollars, tourné en IMAX 70 mm,
Matt Damon en Ulysse. Et là, mes confrères se déchirent et c'est un régal. Le Parisien crie au chef-d'œuvre, voit déjà Damon aux Oscars et cite Nolan, Ulysse, c'est Han Solo, pas Luke Skywalker. Les Échos titrent Christopher Nolan titanesque et salue un Damon magistral. Le Figaro, qui publie un grand entretien avec le cinéaste, admire un film imposant comme un temple grec. Mais Libération, seul contre tous, étrille la pâle odyssée d'un réalisateur qui, écrit le journal, a toujours autant de mal à filmer les femmes jusqu'aux sirènes expédiées hors champ. Le même Libé réserve son enthousiasme à L'aventure rêvée de Valeska Grisebach, prix du jury à Cannes, et alerte sur la colère du spectacle vivant à Avignon, où 1800 personnes ont manifesté contre les coupes budgétaires. Et si vous préférez l'évasion, le Parisien vous embarque dans le train des merveilles entre Nice et Tende, avec en bonus les gags de Gaston Lagaffe. Voilà pour ce 15 juillet, une loi historique, des bleus en larmes, une forêt meurtrie et Ulysse sur grand écran. Excellente journée à toutes et à tous, et à demain.